Bien, on va peut-être commencer. Tout d'abord, bonsoir à tous. Nous réunissons ce soir autour de nos deux invités, Daniel Auguste, qui est le président du collectif Marianne, je vais mettre tout ça en perspective dans quelques instants, et Gilles Le Breton, que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir, que vous connaissez pour la plupart, qui est de profession professeur de droit public à l'Université du Havre et qui est par ailleurs notre député européen pour la région Grand Ouest. Le thème de cette soirée, c'est l'enseignement supérieur, et je suis d'autant plus heureux de recevoir à la fois Daniel et Gilles que nous avons collaboré, coopéré, travaillé ensemble dans la perspective de l'élaboration d'une partie du projet présidentiel de Marine Le Pen. Un mot concernant le projet et les conférences à venir. Nous recevrons très prochainement Jean Messia, le 27, qui lui est le coordonnateur du projet, de l'ensemble du projet. Donc ce sera l'occasion aux personnes qui seront présentes de l'interroger, de lui poser des questions sur la totalité, ceux des points que vous voudrez aborder avec lui. Nous, pour notre part, nous avons à la fois donc Gilles, Daniel et moi, et d'autres contributeurs qui ne sont pas présents, nos équipes rassemblées au sein du collectif Marianne et au sein du collectif Racine des enseignants que je préside. Donc nous avons travaillé et construit en réalité la partie éducation et donc à la fois scolaire et enseignement supérieur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Nous entendrons donc tout à l'heure Daniel nous parler plus particulièrement de la situation des universités, de la situation des étudiants dans ces universités. Marianne, dont je peux annoncer que ce n'est pas qu'un collectif, mais qu'il se constituera, c'est à la rentrée qui vient, oui, comme syndicat. Donc c'est-à-dire qu'il y aura dans le monde étudiant un syndicat étudiant qui sera donc estampillé Front National, du moins dont les liens avec le Front National seront avérés. Donc Daniel nous parlera plus particulièrement de la situation des universités et peut-être surtout de la situation concrète, matérielle et morale des étudiants. Gilles, quant à lui, élargira le propos sans doute en nous parlant plus généralement de l'université française et de ce que sont les propositions de Marine Le Pen pour redresser le système d'enseignement supérieur. Je disais donc que nous avons, je ne vais pas être trop long pour ma part, pour céder la parole donc à nos invités, mais je disais que nous avions travaillé de concert, donc je vais faire quelques rappels et procéder à quelques mises en perspective. Le projet de Marine, celui que vous connaissez, qui est distribué sur les marchés sous la forme, en version résumée, sont les 35 engagements qui existent en version évidemment intégrale, les 144 engagements, puisqu'il y en a 144 au total. Je le disais donc tout à l'heure, eh bien, est un travail qui est arrivé à aboutissement assez tard, hein, mois de... rafraîchissez-moi la mémoire, la mise au point final... Fin 2016. Oui, fin 2016. Bon. Et pour notre part, nous avons effectivement objectivé les travaux qui étaient les nôtres à l'occasion de la première convention présidentielle de Marine Le Pen, qui était donc consacrée à l'école et à l'enseignement supérieur, qui a eu lieu le 22 septembre à Paris. Donc il y a eu une suite de conventions. La nôtre fut la première convention où intervenaient à la fois Gilles, à la fois Daniel et d'autres adhérents des collectifs Racine et des collectifs Marianne. Pour essayer de mettre en perspective ce que je présume être le propos que l'un et l'autre vont tenir, nous sommes tout d'abord partis du constat des multiples dysfonctionnements que connaissent notre système, nos systèmes de l'enseignement supérieur et notre système scolaire de même. Je dirais que les principaux dysfonctionnements tiennent au fait, d'une part, que notre école et aussi bien notre université, dont nous allons surtout parler ce soir, sont aujourd'hui devenues très profondément inégalitaires. C'est le premier drame qui nous est tout à fait insupportable, même tellement il y a des drames personnels que ce caractère inégalitaire de l'école et de l'université entraîne. Et puis d'autre part,
notre école et notre université ne sont pas, ce qu'elles devraient être pourtant, des vecteurs d'assimilation de tous les enfants et de tous les jeunes à la nation. Assis sur ce double constat, ou sur ces constats que je résume par ces 2 points, eh bien, le projet, nos propositions, eh bien, justement, tracent des directions pour que l'école soit égalitaire au bon sens du terme, l'université de même, et pour que l'une et l'autre remplissent cette fonction d'assimilation. Un point sur l'égalité et un autre sur l'assimilation. L'égalité bien comprise, l'égalité pour laquelle nous nous engageons, eh bien, c'est tout à fait autre chose que l'égalitarisme. Ce n'est pas le fait de donner le moins à chacun pour, et parfois ce sont là de bonnes intentions et de bons sentiments qui s'expriment, pour que, sous prétexte qu'il s'agirait que chacun puisse y arriver. En fait, l'égalité bien comprise, l'égalité républicaine, eh bien, c'est de donner beaucoup à chacun, et particulièrement à ceux des enfants et des jeunes qui en ont le plus besoin, parce que issus des milieux socio-culturels les moins favorisés, pour permettre à chacun justement de s'élever au plus haut de ses compétences, de ses capacités, et ceci évidemment proportionnellement à ses mérites et à ses efforts. Le principe peut paraître abstrait, mais le projet, et Daniel comme Gilles, je suppose, en diront davantage tout à l'heure, eh bien, contient des engagements extrêmement concrets pour que justement notre école et notre université renouent avec ce principe d'égalité. Concernant l'assimilation, Marine le rappelait encore hier, notre mouvement, bien entendu, adhère pleinement et sans réserve à la conception civique de la nationalité, c'est-à-dire qu'elle le disait hier, Marine, de façon tout à fait vibrante, dans un discours qui était magnifique, eh bien, dès lors qu'on est français, il faut qu'on le soit pleinement. Le critère pour nous, évidemment, c'est la carte d'identité. Bon, or, le communautarisme dont notre société souffre aujourd'hui cruellement, qui, plus encore, menace notre société des conflits les plus graves, des tensions les plus exacerbées, eh bien, compromet également notre système scolaire et notre système universitaire. Le communautarisme est à l'œuvre. Pour donner, je pense que Daniel en parlera, le cas le plus concret peut-être, ou un des cas les plus concrets, c'est le problème du fait qu'on accepte, en l'état actuel des choses, qu'il y ait des étudiantes voilées, je sais que tu en as, Gilles, tu nous en as parlé, sur les bancs des universités. Bon, accepter ces expressions communautaristes, c'est effectivement aux antipodes de ce que nous voulons, d'une école et d'une université qui assimile pleinement chaque enfant, chaque jeune à la nation. Et cette assimilation passe, c'est une des mesures, on parlera ce soir donc de l'enseignement supérieur, moins d'école, ce n'est pas le sujet, mais c'est une des mesures absolument centrales de Marine Le Pen. L'assimilation passe d'abord par le fait de faire en sorte que chaque enfant maîtrise parfaitement la langue nationale qui est notre bien commun. C'est pourquoi Marine préconise, s'engage même, pour que la moitié du temps scolaire à l'école primaire soit consacrée à l'enseignement du français. Mais donc, nous parlons ce soir d'enseignement supérieur. Je vais donc céder la parole à Daniel Auguste, que je vous demande d'applaudir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. Je remercie tout particulièrement Alain de son invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec lui des moments militants. Nous qui avons fait la première convention présidentielle ensemble. Merci encore. Et c'est surtout un honneur aussi d'être avec vous, Monsieur Le Breton, puisqu'en tant qu'étudiant juriste, j'ai passé beaucoup de nuits de révision sur vos écrits. Donc c'est aujourd'hui un plaisir d'être à vos côtés. Je voudrais commencer par vous parler d'un sondage qui a été publié par Libération et qui était titré « Les moins diplômés votent Front National ». Sous-entendu, finalement, les plus cons votent Front National. Eh bien, on doit prendre ce sondage avec un peu de recul et de distance, et finalement avec une certaine ironie, et leur dire que nous sommes fiers, que ce soit celles et ceux qui subissent l'immigration massive, la mondialisation massive, la dérégulation, qui votent pour nous, plutôt que
les cadres d'LVMH ou encore des banques. Mais pour autant, nous ne rejetons pas, absolument pas, les personnes diplômées, et c'est le sens du collectif Marianne qui œuvre à faire venir à nous des universitaires comme M. Le Breton ou encore des futurs cadres de demain. Donc nous n'opposons en rien un discours anti-élitiste et nous souhaitons tout simplement apporter un discours méritocratique. Nous souhaitons une réussite de chacun, de l'ensemble des enfants de la République, non pas avec le modèle anglo-saxon des quotas, mais avec la méritocratie. Et c'est avec la méritocratie que nous élèverons nos enfants de demain à des hautes fonctions, je l'espère. Et c'est pourquoi nous réinstaurerons, et c'est le premier sens de l'engagement du collectif Marianne, la sélection à l'université et la sélection à l'école. Surtout, nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes. Nous sommes des patriotes engagés aux côtés de Marine Le Pen, et nous sommes des Français qui ont compris que la France est une âme, et que l'âme française, c'est l'égalité, que c'est au nom de l'égalité que nous avons fait notre révolution, que c'est au nom de l'égalité que nous avons aboli la nuit du 4 août 1789 les privilèges, que c'est au nom de l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire, que c'est au nom de l'égalité que le général de Gaulle, avec le Conseil national de la résistance, a instauré la sécurité sociale. Que c'est notre pays, ce n'est pas simplement, et Marine Le Pen le rappelait hier, une entité administrative qu'on peut dissoudre dans le magma européen, mais que c'est une âme et que cette âme française se transmet par l'école, parce que c'est dans l'école qu'on apprend son histoire. L'instruction et l'enseignement supérieur doivent donc œuvrer à faire de nous des citoyens enracinés, engagés dans notre pays et conscients que c'est ensemble que nous nous construirons et que c'est ensemble que nous pourrons écrire ces plus belles pages d'histoire, parce que nous n'avons pas le droit d'être la génération qui enterrera notre pays. Marine Le Pen est la candidate de la jeunesse, c'est une certitude. En revanche, elle n'est pas encore, malheureusement, la candidate des étudiants. Et le collectif Marianne œuvre en ce sens pour faire venir ces étudiants qui ne sont pas encore acquis au vote patriote à la candidature de Marine Le Pen. C'est pourquoi, effectivement, tu le disais en début, nous deviendrons un syndicat et nous nous présenterons aux élections universitaires. Je ne doute pas de la maturité de nos opposants politiques qui nous accueilleront avec respect dans le débat démocratique. Je l'espère, mais j'en doute pas. Nous avons œuvré, donc nous avons travaillé à écrire le projet de Marine Le Pen, c'est le sens même des collectifs, donc affiliés au Rassemblement Bleu Marine. Nous sommes par conséquent une voix indépendante du Front National, et c'est ce qui fait que nous sommes allés parfois, nous avons pu aller parfois sur des thématiques et des sujets sur lesquels nous ne nous attendions pas. Et c'est ça la force des collectifs. Aller là où, où nous ne sommes pas dans les précarés du Front National. Je pense par exemple au collectif Vélo Argos sur la protection animale, qui arrive à discuter, échanger, débattre avec des associations sur la protection animale très engagées à gauche, très anti-Front National, et qui se rendent compte finalement que Marine Le Pen est derrière la machine patriote, peut parler d'autres sujets que l'immigration ou l'Union européenne. Et bien nous avons voulu insuffler le même souffle au sein de l'éducation nationale pour le collectif Racine, et l'enseignement supérieur également, pour nous, le collectif Marianne. Nous souhaitons donc le retour d'une France forte, juste et fière, même au sein et surtout au sein de l'université. La France apaisée, ce n'est pas seulement en matière de sécurité. La France apaisée, c'est aussi dans nos universités, parce qu'il y a beaucoup de choses à apaiser dans notre enseignement supérieur. Le retour de la méritocratie par la sélection, le retour d'une forme de respect républicain dans la pratique de nos institutions, parce qu'effectivement, il est une violence inouïe de voir que des enseignants sont confrontés à des signes ostentatoires religieux à l'université. Nos professeurs n'ont pas, lorsqu'ils rentrent dans une salle d'amphi, dans une salle de TD ou dans un amphithéâtre, avoir des représentants de telle ou telle communauté religieuse, mais ils ne doivent voir que des étudiants français venus ici pour apprendre dans un lieu de savoir qu'est l'université ou les grandes écoles. Je vais prendre un exemple pour vous montrer la puissance des collectifs. Nous nous sommes
opposé à la venue du président du CCIF, le président donc, du collectif contre l'islamophobie de France, Marwan Mohamed, en Sorbonne. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le CCIF. C'est un collectif qui œuvre à l'abandon de notre vision républicaine de la laïcité. Ils ont combattu les arrêts anti-Burkini, ils combattent la loi sur l'interdiction du voile intégral, ils combattent la loi de 2004 sur les signes sensibles à l'école. Et donc, on a une association purement islamo-gauchiste à la Sorbonne qui s'est dit on va inviter ce monsieur pour nous parler laïcité et république. Lui qui, par ses propositions, par ses fréquentations, par ses choix politiques, n'est ni laïque ni républicain. Eh bien, avec le collectif Marianne, on s'est engagé, on a milité sur les réseaux sociaux et sur le terrain pour faire annuler cette conférence. Parce que nous ne souhaitons pas que des espaces publics, comme l'université et de surcroît la Sorbonne, soient des salles de meeting où le communautarisme et l'islamisme militant et politique gagneraient. Il nous a suffi de quelques heures pour faire plier la présidence de l'université et le directeur de la Sorbonne a annulé cette conférence. Les collectifs ne sont donc pas de simples lieux de réflexion programmatique, mais sont également des forces de puissance, d'action sur le terrain. Alors on a été accusé bien sûr d'être de grands antidémocrates qui ne souhaitaient pas le débat. Une seule chose, nous ne débattons pas avec quelqu'un qui a tenu des propos d'une violence inouïe sur les homosexuels, sur l'égalité homme-femme. C'est évident pour nous et nous refusons par conséquent tout ce qui peut ressembler de près ou de loin au modèle anglo-saxon ou canadien avec les accommodements raisonnables sur la laïcité. Et ironie suprême surtout de voir ces associations étudiantes s'opposer à nous, les patriotes, nous qui défendons véritablement la République et la laïcité, eux qui vont bloquer les amphithéâtres de Sciences Po lorsque Florian Philippot vient s'exprimer, débattre, tout simplement faire vivre la démocratie, eux qui regardent au plafond ou leurs chaussures lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du communautarisme et de l'islam politique le plus virulent. Donc c'est ça aussi la force de l'engagement des étudiants, cette prise de conscience, elle est en train de naître parmi notre jeunesse. Mais nous avons bien compris que pour faire de l'école cet asile inviolable où la querelle des hommes n'entre pas, comme disait Chanzé, il faut réaffirmer la République. Et cette République-là, elle passera par l'élection bien sûr de Marine Le Pen et remettre la France tout simplement en ordre. Aux côtés de cela, bien sûr, nous devons penser à la condition de vie propre des étudiants. Nous ne sommes pas un mouvement qui défendons, bien entendu, l'oisiveté, mais nous considérons que l'étude, le temps d'étude, doit être un moment sacré où l'étudiant doit se consacrer à ce qu'il étudie, et par conséquent, voir que de nombreux étudiants sont contraints de travailler pour pouvoir s'autofinancer, pour pouvoir vivre décemment, et bien pour nous c'est une violence, puisqu'on se rend compte qu'il y a la progression des politiques de préférence étrangère, mais il y a un recul de la politique de priorité nationale d'aide pour nos compatriotes. C'est pourquoi nous devons absolument remettre en place des politiques d'aide pour nos étudiants, et c'est en cela que Marine Le Pen souhaite revaloriser les APL, donc qui sont les allocations pour le logement de 25% jusqu'à 27 ans, mettre en place également une protection logement, mettre en place une véritable politique de création de logements étudiants, et surtout réaffirmer une chose qui devait être une condition sine qua non de notre pays, la priorité nationale pour les logements d'étudiants. Aujourd'hui, trop de logements étudiants sont donnés à des familles étrangères. Nous souhaitons tout simplement que ces logements soient alloués à leur vocation première, c'est-à-dire aider des étudiants qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants doivent faire le choix tout simple entre se soigner ou payer leur loyer. Eh bien, ce n'est pas notre conception de la générosité nationale, ce n'est pas notre conception de la solidarité nationale,
Et c'est pourquoi nous pensons, au collectif Marianne, que les mutuelles ne servent pas aujourd'hui le bien commun, ne servent pas les étudiants, et c'est pourquoi nous préférons, et c'est une proposition forte du collectif Marianne, la suppression de ces mutuelles et le retour du service public véritable dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, nos mutuelles donnent des millions et des millions d'euros en publicité, mais ces millions et ces millions d'euros de cotisations ne servent pas nos étudiants. Donc il faut remettre l'étudiant au centre des préoccupations pour les mutuelles étudiantes. Nous pensons également à l'insertion professionnelle, à la formation professionnelle. La France apaisée, c'est aussi réconcilier l'enseignement universitaire et l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel n'est pas une voie de garage. L'enseignement professionnel, on y va par choix, parce qu'on a un projet professionnel derrière, et pas parce qu'on y est contraint, parce qu'on n'est pas assez bon pour aller ailleurs. Il y a tous les 3 ans, tous les 4 ans, l'organisation des équivalents des Jeux Olympiques, des métiers professionnels, les Euroskills, ça s'appelle. Eh bien, la France brille dans ces Euroskills. Et nous devons être fiers de voir que nos boulangers, nos pâtissiers, nos plombiers également, brillent à l'international, mais ne sont malheureusement pas assez mis en avant dans notre enseignement supérieur. Nos apprentis également ont été abandonnés par les réformes successives des gouvernements passés, puisqu'ils ont créé une sorte de millefeuille administratif où le chef d'entreprise ne comprend pas quel est son interlocuteur direct, l'administration de l'école ne sait plus ses propres compétences, et l'apprenti, lui, est bien abandonné avec toutes ces complications administratives. Nous souhaitons clarifier les choses, remettre de l'ordre, là aussi, dans ces procédures, pour accompagner une véritable insertion professionnelle, surtout notre jeunesse qui connaît tant de chômage. Et c'est pourquoi on mettra en place un objectif premier emploi pour nos jeunes, qui vient donc à défiscaliser pour nos entreprises lorsqu'ils embauchent un jeune de 21 ans. Il est nécessaire également de revaloriser ces filières professionnelles en montrant qu'on peut être excellent dans l'enseignement professionnel. Et c'était une proposition, on va dire, commune du collectif Racine et Marianne, la création de classes préparatoires aux grandes écoles professionnelles. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il est nécessaire de défendre à la fois les métiers de tradition qui ont fait la grandeur de notre pays et tout en mettant des moyens dans l'innovation. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir des filières d'excellence. Nous avons des classes préparatoires aux grandes écoles, des filières scientifiques, littéraires et économiques. Pourquoi ne pas en avoir pour les classes professionnelles et avoir des plombiers d'excellence ou encore des joailliers d'excellence? Puisqu'aujourd'hui, c'est l'enseignement privé payant qui en a la plupart du temps la responsabilité. Donc ces classes préparatoires aux grandes écoles publiques pourront donner la chance à nos compatriotes, à de jeunes Français, d'avoir des filières d'excellence dans l'enseignement professionnel, ce qui leur donnera un petit plus, on l'espère, lorsqu'ils rentreront dans le marché du travail. En ce qui concerne, bien entendu, la sécurité et la réaffirmation de la République, j'en parlais au début, nous pensons nous présenter aux élections tout simplement pour dire qu'il faut une voix patriote dans les universités et que les syndicats qui sont aujourd'hui à l'œuvre n'œuvrent pas justement pour le bien des étudiants. On a l'UNI qui est la succursale des Républicains, on a l'UNEF qui est la succursale plus ou moins assumée du Parti Socialiste, parfois dans certaines universités du Front de gauche, et on n'a pas de représentant de la candidature de Marine Le Pen. Et le problème qui s'ajoute à celui-ci, c'est que non content que les étudiants ne vont presque pas voter, la plupart du temps ils élisent des associations étudiantes qui sont en fait uniquement des BDE, donc des bureaux des élèves qui organisent uniquement
des soirées ou des sorties. C'est très bien, mais pour autant, c'est négliger le rôle fondamental d'un élu étudiant qui participe tout de même à la vie de l'université. Avec des étudiants patriotes, la Sorbonne, enfin, nous nous serions opposés au vote de la résolution qui accueillait des migrants dans les filières sélectives de la Sorbonne. Avec des étudiants patriotes élus dans les conseils d'administration des universités, nous souhaitons rediriger les politiques d'action d'université au nom de la priorité nationale et surtout recentrer autour de la conscience nationale. Nous nous opposons également, bien sûr, à la prolifération de ces licences ou de ces masters dispensés uniquement en anglais. C'est une aberration aujourd'hui de voir ces filières uniquement en anglais, puisque nous avons une arme fondamentale qui est le français. Ah non, je l'ai dit. La francophonie est une arme. Le français est la troisième langue parlée du travail au monde. La troisième langue parlée au monde. On sait par expérience qu'on échange mieux avec celui avec qui on parle la même langue. Par conséquent, pourquoi avoir des filières d'excellence uniquement en anglais? Mais surtout, c'est la philosophie même de ces licences et de ces masters que nous dénonçons. Parce qu'elles servent à quoi? Elles préparent tout simplement toute une génération de travailleurs détachés, des travailleurs détachés anglophones qui iront travailler à Londres ou à Madrid, mais qui parleront anglais et non espagnol ou français, suivant dans les pays dans lesquels ils s'installent. Nous ne voulons pas de cette génération de travailleurs détachés, nous voulons une génération d'enracinés, de patriotes qui pensent d'abord nation avant de penser uniquement Bruxelles ou Wall Street. Nous créerons donc des filières d'excellence en français et nous défendrons bien sûr la place fondamentale de la francophonie. Tu parlais de l'enseignement du français à l'école. Il est aujourd'hui terrible de constater que dans certaines filières de lettres, par exemple, on a été obligé de remettre en place pour les étudiants en L1 de lettres classiques, qui sont censés quand même sortir d'un baccalauréat littéraire, des cours de français, des cours de grammaire, parce qu'ils ne savent plus écrire, des étudiants qui sortent de classes littéraires. On a abandonné notre francophonie, on a abandonné cette arme de puissance économique, de rayonnement international, au profit d'un globish destiné uniquement à servir l'idéologie mondialiste. Il y a énormément de réformes à mener en matière d'enseignement supérieur, tant nos politiques n'ont pas cessé d'attaquer notre école et notre université. De lois fondamentales que nous abrogerons, la loi Fioraso, LRU, qui ont été d'une violence inouïe pour nos universités, mais je pense que Gilles Breton pourra nous en parler comme il enseigne en université. Le problème de nos réformes en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, c'est qu'elles ne sont pas l'émanation de celles et ceux qui vivent, qui subissent ce qui se passe dans les écoles et dans l'université, mais le fait de pédagogues, d'idéologues. Et c'est ça la puissance des collectifs. C'est que les propositions du collectif Racine ou les propositions du collectif Marianne, elles ont été écrites et pensées, réfléchies par celles et ceux qui sont dans les classes d'école, qui sont dans les amphis, qui sont dans les salles de TD, qui ne sont pas rue de Grenelle, mais qui subissent par contre toutes les réformes imposées d'une part par l'Union européenne et d'autre part par le ministère de l'Éducation nationale. Et en ce sens, nous souhaitons la création d'un ministère unique de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisqu'aujourd'hui c'est un secrétariat d'État qui est entrecoupé entre 5 ministères qui se partagent les responsabilités. C'est un signe assez frappant de voir que la jeunesse, les étudiants, celles et ceux qui représenteront demain la force vive de la nation, ne disposent que d'un secrétariat d'État. Je me souviens que François Hollande devait être le candidat de la jeunesse, qui voulait être jugé sur la jeunesse. Eh bien, je pense que la jeunesse qui aujourd'hui vote majoritairement, massivement Marine Le Pen, pourra lui rappeler la véritable candidate de la jeunesse. Il y aura un échange questions et débats tout à l'heure, donc on pourra
en discuter. Merci d'avoir écouté. Je cède la parole à notre eurodéputé Gilles Breton. Merci. Merci. Avant toute chose, je dois vous dire à quel point je suis heureux d'être là. Alors d'abord parce que j'aime beaucoup Nantes. Mon fils aîné d'ailleurs il a fait une partie de sa scolarité, donc j'ai eu l'occasion de venir assez souvent à Nantes à une certaine époque, révolue maintenant. Et donc je connais et apprécie cette ville. Je suis heureux aussi de découvrir cette nouvelle permanence à Orvaux. Alors je dois vous dire que j'avais une certaine tendresse pour l'ancienne permanence, quai de Versailles. J'ai un souvenir magnifique d'une conférence que j'avais donnée. Il faisait beau et on avait pris un pot dehors au bord du quai à la fin. C'était magnifique. Mais il faut reconnaître aussi que c'était petit. C'était petit et là vous êtes bien mieux installé, donc bravo. Je suis heureux aussi d'avoir pu écouter Daniel Auguste. C'est la deuxième fois que nous faisons une conférence ensemble. C'est normal puisqu'on a des thèmes qui se recoupent. La première fois, c'était dans le cadre d'une conférence de Marine Le Pen qui avait été préparée d'ailleurs par notre ami, par toi. Et puis, bien sûr, je suis content de ton invitation, puisque c'est la première fois que je viens et que je peux te voir en tant que secrétaire départemental. Donc c'est très bien, la boucle est bouclée. Alors, Daniel Auguste vous a déjà dit beaucoup de choses. Il y a deux conceptions à l'heure actuelle qui s'affrontent en matière d'enseignement supérieur. Et ce qui est troublant, c'est que sur les 4 grands candidats, bon, je mets un nom de côté, vous me le permettrez, il y en a 2 qui ont pris parti pour un camp et l'université. Et ça vient de paraître aux presses de Sciences Po, donc en 2017, et l'auteur, c'est Madame Christine Muslin. Et ce qu'elle explique, alors ça rejoint nos analyses, c'est pour ça que ça conforte l'exactitude de nos analyses. C'est très précieux pour nous. On ne peut pas nous dire qu'on raconte n'importe quoi, puisque des chercheurs indépendants sont arrivés aux mêmes conclusions que nous. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, c'est qu'il y a d'une part une vision ultra-libérale de l'enseignement, qui consiste à penser qu'il faut privatiser, alors évidemment en douceur, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut privatiser l'enseignement supérieur pour organiser une mise en compétition des universités, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et bien sûr, ça signifie que dans ce schéma-là, il n'y a plus d'égalité entre les universités. Il y aura celles qui réussiront, qui seront dans le schéma qu'on a plutôt les grosses, et qui auront donc beaucoup de moyens, y compris de l'État d'ailleurs, et puis celles qui réussiront moins et qu'on laissera sur le bord de la route et qui vivoteront. Et ça, typiquement, les 2 candidats qui ont fait ce choix-là ultralibéral, c'est évidemment Macron et Fillon. C'est leur choix, et ça ne vous étonnera pas, puisque dans d'autres domaines, c'est aussi leur choix. Donc il n'y a pas de raison que l'enseignement supérieur ait un traitement différent. Alors ce qui est intéressant, c'est que Christine Muslin montre que cette vision-là, elle est déjà à l'œuvre, malheureusement. Elle est à l'œuvre pas depuis longtemps, depuis 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Il y a une des 2 lois qu'a mentionné Daniel Auguste, c'est la fameuse loi LRU. Liberté, responsabilité des universités, qui est une loi en réalité qui a été concoctée par Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. On l'appelle souvent la loi Pécresse aussi. Mais elle est connue plutôt sous le titre de loi LRU. Et c'est une loi qui donne soi-disant une autonomie renforcée aux universités, mais qui en réalité surtout leur donne des compétences financières beaucoup plus étendues que par le passé. Et à partir de là, eh bien, on va séparer les universités en 2 groupes. Celles qui seront riches et qui arriveront à s'en sortir dans le grand jeu de la mondialisation, et celles qui auront du mal à boucler leur budget et qui du coup vivoteront. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par cette loi de 2007. Deuxième loi qui va accentuer le phénomène, c'est la loi Fioraso de 2013. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ça n'est plus Sarkozy, c'est Hollande déjà. Et vous voyez que Hollande a repris en réalité l'idée de Sarkozy, il n'y a pas retouché d'ailleurs, très peu à la marge à cette loi, et il en a aggravé la signification en créant des monstres qui s'appellent les communes, dont je vous reparlerai dans un instant. Communes, C-O-M-U-E, ça veut dire communauté d'universités et d'établissements. Il s'agit de regrouper les établissements dans des ensembles gigantesques afin justement que ces grands ensembles puissent mieux jouer le jeu de la mondialisation et puissent tirer leur épingle du jeu dans cette compétition farouche qui semble se dessiner.
Alors vous voyez que les deux lois, quand on les met bout à bout, elles sont effrayantes, parce que malheur aux faibles, malheur aux petits. Et moi, je suis enseignant dans une petite université, justement. Donc j'en ai vu de visu toutes les conséquences de cela. Et je vous en dirai des mots très concrets dans un instant. Et en face de cette vision ultralibérale, que dit Christine Musselin? Eh bien, il y a l'autre vision, qui est la vision des universités comme des services publics. Et là, c'est Marine Le Pen qui défend cette idée-là, qui est la vision traditionnelle, d'ailleurs, de l'enseignement supérieur en France. Et puis, bien sûr, l'autre candidat, vous l'avez deviné, c'est Mélenchon. Sur ce point, sur cette grande vision générale de l'enseignement supérieur, nous sommes moins éloignés de Mélenchon, curieusement, que de Macron et Fillon. Mais rassurez-vous, je vous indiquerai quand même les différences très profondes qui nous séparent dans un instant. Mais là, j'en suis à Christine Musselin. Et donc, Christine Musselin montre que, eh bien voilà, si cette vision-là, cette opposition entre ces deux grands modèles d'université, c'est ce qui est l'essentiel aujourd'hui. Parce que si on opte, comme Marine Le Pen, pour la vision des universités comme des services publics, eh bien ça veut dire que on a le respect de toutes les universités, quelle que soit leur taille, qu'on va s'efforcer de créer au maximum une égalité entre universités. Parce que le service public, c'est un de ses grands principes, il doit être égal dans toutes les parties du territoire français. Donc vous voyez, on est sur deux schémas complètement différents. L'un crée une inégalité entre universités, l'autre s'efforce de rétablir l'égalité entre universités. Et bien sûr, pour les jeunes gens, ça change tout. Parce qu'avec le schéma numéro 1, si on a le malheur de vivre dans une région qui n'a que des petites universités plus ou moins laissées à l'abandon, eh bien, soit on aura des études de seconde zone, soit il faudra se débrouiller pour rejoindre une grosse université, ce qui n'est pas toujours facile. Avec le schéma numéro 2, quel que soit l'endroit où on est, où on grandit, eh bien, finalement, on aura à proximité une université véritable. Alors, juste un exemple aussi, la laïcité. Ces deux visions de l'université ont des conséquences très différentes pour la laïcité. Si on conçoit les universités comme des services publics, eh bien, il faut faire respecter les valeurs du service public, et particulièrement l'égalité homme-femme. Et avec cette vision-là, évidemment, on en arrive logiquement à la conséquence qu'en a tirée Marine Le Pen, c'est qu'il faut transposer la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges, lycées, eh bien, aux universités publiques. C'est parfaitement logique. C'est une vision du service public. Dans un service public, on respecte les valeurs du service public et donc la laïcité. Alors qu'avec l'autre vision, c'est tout à fait différent. Avec l'autre vision, eh bien, dès lors qu'il s'agit en réalité de faire de l'argent, de conquérir des marchés, eh bien, on tolère le voile parce que les musulmans, c'est aussi une puissance financière qui n'est pas négligeable dans certains cas. C'est un public qu'il faut attirer. Et donc, vous voyez, pour cette raison-là, on va tolérer les signes religieux ostensibles parce que c'est des marchés à concourir, c'est de l'argent à prendre, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très très différent. Et là, Mélenchon, sur ce point, c'est déjà une différence avec Marine Le Pen, ne va pas jusqu'au bout de sa logique, puisqu'il veut les services publics comme nous, mais pourtant, il n'en tire pas les conclusions qui s'imposent en termes de respect de la laïcité. Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé par vous donner un compte-rendu de ce livre, parce que je trouve qu'il est très lucide et il éclaire notre combat. Et si on avait besoin du support d'un universitaire extérieur pour nous conforter, eh bien nous l'avons. Avant de vous exposer le programme de Marine, j'aimerais vous dire qu'on a eu déjà des commentaires parmi les syndicats et les groupes de réflexion d'universitaires qui sont quand même assez stupéfiants. Et vous savez, la désinformation dans ce domaine, même parmi les universitaires, c'est quelque chose d'étonnant. Et j'aimerais vous en donner d'emblée deux exemples. Et je vais commencer par la critique de notre programme, avant de vous exposer le programme volontairement comme ça. Quand je vous l'exposerai, vous pourrez constater par vous-même à quel point les critiques qu'on nous adresse sont vraiment forts de propos. Alors, première critique, c'est celle du syndicat majoritaire dans l'enseignement supérieur, c'est le SNESUP. Et le SNESUP vient de publier, le 21 mars 2017, un tableau comparatif des programmes des candidats. Et bien sûr, je vous le donne en mille, qui est le plus mauvais candidat pour l'enseignement supérieur selon le SNESUP, c'est Marine Le Pen. Sauf que, ce qui est très drôle dans la critique du SNESUP, c'est qu'ils ont été piégés parce qu'ils ont décidé de présenter les programmes des candidats en deux temps. Premier temps, ils font leur propre analyse, et second temps, ils publient in extenso l'interview des représentants des
candidats. Et il s'était engagé à ne pas en couper une ligne. Donc, pour nous, pour Marine Le Pen, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des critiques abominables dans un premier temps. Donc, alors, je vous donne quelques extraits. Alors, c'est un enseignement supérieur, je cite, hein, élitiste et caporalisé. Voilà. Et il donne quelques exemples. Sélection à l'université, quelle horreur. Fin de la spécialisation directe, fin de la spécialisation progressive en licence, quelle horreur. Et puis, bien sûr, tout ce qui est l'autorité des enseignants, etc. Ce qu'ils appellent aussi l'élitisme. Alors, on appelle ça la méritocratie. À leurs yeux, c'est vraiment horrible. Et ils en déduisent que c'est un programme ultra-libéral. Alors, ce qui est drôle, c'est que une fois qu'on a lu tout ça, on est un peu sous le choc, sauf qu'il y a la deuxième partie de leur travail qui consiste à publier in extenso mon interview. Et c'est drôle parce que, bon, ils ont tenu parole quand même, ils n'ont pas rayé un mot, et mon interview, je vais juste vous donner la première phrase, commence par ceci: les universités sont des services publics et pas des entreprises. Quand vous lisez ça, si vous voulez, après avoir lu leur critique, vous dites, zut, on paraît quand même assez loin de l'ultralibéralisme. Et bien sûr, la suite est à l'avenant. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils nous ont rendu service parce qu'ils s'adressent quand même à des universitaires. Moi, j'ai été personnellement interpellé, amicalement, par beaucoup d'universitaires qui ont lu ça et qui m'ont dit finalement, bah, c'est pas du tout ce qu'on croyait, hein, ce que tu dis, finalement, ça nous plaît assez. Et donc, vous voyez que c'est un peu raté. Le SNESUP, je crois, va peiner à nous diaboliser. Voilà. Il a été peut-être trop honnête, finalement, de publier les interviews. Enfin, il s'était engagé, il a tenu parole. Deuxième critique, c'est celle d'un groupe de réflexion, alors de gauche, hein, à l'université, les groupes de réflexion, par définition, c'est toujours de gauche, et même, selon moi, plutôt d'extrême gauche. C'est un groupe qui s'appelle le groupe Jean-Pierre Vernant. Et lui, le 27 février 2017, il a été aussi de sa critique de notre programme. Alors là, on prend une volée de bois vert. Hein. Je vais vous donner quelques extraits. Alors, le discours de Marine Le Pen, c'est un discours réactionnaire qui promeut l'autorité des enseignants. Rendez-vous compte, c'est horrible, hein, l'autorité des enseignants, c'est horrible. La discipline, quelle horreur, d'être puéril. La méritocratie, pour ces gens-là, la méritocratie, c'est mal. Vous vous rendez compte, l'inversion des valeurs, ces gens-là croient être les dépositaires des valeurs républicaines, ils n'ont rien compris. Je continue. L'excellence perdue. Ben oui, si on essaye d'atteindre l'excellence, c'est quand même mieux que de ne pas la viser, à mon avis. Hein. La promotion du roman national. Oh, quelle horreur, le roman national, rendez-vous compte. L'apprentissage et l'usage de la langue française. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils nous reprochent d'essayer de promouvoir l'usage de la langue française à l'université. Mais c'est incroyable. On croit rêver. Vous voyez, ces gens-là ont une façon de penser qui nous est complètement étrange. Et bien sûr, ils finissent par la priorité nationale, qui, alors à leurs yeux, c'est l'infamie suprême, ils finissent par là. Alors un petit mot encore de commentaire de leur part, parce que ça vous montre aussi le milieu dans lequel je baigne tous les jours, hein, c'est pas toujours facile. Donc Marine Le Pen fait la guerre aux étudiants des milieux défavorisés. Bon, on se demande pourquoi. Elle est très proche du programme néolibéral de M. Macron. Voilà, c'est la conclusion. Franchement, alors vous voyez, quand on lit à côté une universitaire plus sérieuse comme Madame Busselin, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, ça n'est pas ça du tout. Alors, le vrai programme de Marine Le Pen, quel est-il? Eh bien, il tient en 4 points, qui sont les 4 points qui avaient été suivis par l'organisateur d'un grand débat au mois de mars à Paris sur l'enseignement supérieur. Et ils avaient invité tous les principaux candidats, et donc je représentais Marine Le Pen, et ils avaient demandé de présenter le programme des candidats sous 4 points: visibilité, attractivité, carrière des enseignants-chercheurs et sélection et formation des étudiants. Je vais reprendre très brièvement ces 4 points, sans vous accabler, parce qu'on tombe vite à un niveau de technicité qui n'est pas forcément intéressant. Tout d'abord, premier point, la visibilité. Donc, comment allons-nous rendre les universités visibles, compréhensibles par tous? Eh bien, par cette fameuse phrase que je vous ai déjà citée en exergue: les universités sont des services publics et pas des entreprises. Et ça, c'est vraiment la phrase majeure dans le programme de Marine Le Pen. Ça veut dire que dès lors que ce sont des services publics, il faut que les universités soient pensées en termes d'aménagement du territoire. Il ne faut pas qu'aucune partie du territoire reste sans université. Alors,
vous reconnaissez évidemment une allusion très nette aux travaux du géographe Christophe Guilluy sur la France périphérique, qui explique, et c'est une réalité à mon sens, qu'il y a une coupure de la France en deux entre d'une part la France des grandes métropoles, bien pourvue en tout et donc en université, et puis ce qu'il appelle la France périphérique, c'est-à-dire la ruralité, les villes de petite et moyenne dimension qui sont un peu laissées à l'abandon. Et c'est exactement ce qui se passe en matière d'enseignement supérieur. Car vous avez compris qu'avec cette course au gigantisme que j'ai décrit, c'est évidemment les métropoles qui l'emportent et les universités de petites ou moyennes villes qui sont sacrifiées. Donc nous, on est aux antipodes de ça et on estime que puisqu'il faut aménager le territoire, eh bien, il faut que toutes les universités soient de vraies universités, c'est-à-dire dans lesquelles il y a à la fois de l'enseignement, mais aussi de la recherche. Et donc, là, nous sommes tout à fait hostiles à ce projet qui traîne dans les cartons depuis 15 ou 20 ans, qui consiste à créer deux catégories d'universités. Des vraies universités, dans les métropoles, qui feraient de la recherche, et puis des fausses universités, selon moi, d'ailleurs qu'on appellerait des collèges universitaires, qui ne feraient plus que de l'enseignement et plus de recherche. Vous voyez que ce serait une façon d'aller jusqu'au bout de la logique qui consiste à sacrifier les petites. Alors, on ne manque pas d'atouts, et là c'est un passage qui a été plutôt populaire à Paris quand j'ai expliqué ça. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments objectifs qui vont dans notre sens, qui donnent de la crédibilité, qui donnent du poids au programme de Marine. Premier élément, c'est la démographie étudiante. En ce moment, il y a 30 000 étudiants de plus par an, simplement par le jeu de la démographie. On est en train de connaître un baby-boom, donc ceci explique cela. Et il est évident que dès lors qu'il y a 30 000 étudiants de plus par an, bien raison de plus pour ne pas abandonner les petites et moyennes universités, car on en a besoin plus que jamais, ça correspond à un besoin. Donc ça va objectivement dans notre sens. Et puis deuxième élément, il y a eu un événement qui est malheureusement passé inaperçu le 6 juin 2016, donc ça n'est pas si ancien, c'est moins d'un an. Le 6 juin 2016, 24 présidents d'universités ont publié une déclaration. Et en réalité, c'est les 24 présidents des plus petites universités françaises, dont l'Université du Havre. Et dans cette déclaration, eh bien, ils protestent contre la perspective qu'ils aperçoivent très bien d'être transformés un jour en simple collège universitaire. C'est-à-dire que, paradoxalement, alors que ces présidents d'université ne sont pas du tout Front National, eh bien, objectivement, par cette déclaration, ils se sont ralliés, en quelque sorte, sans le dire, au programme de Marine Le Pen. Et donc, évidemment, ça, je l'ai montré lors du débat à Paris. Et là, plus d'un président d'université qui était présent dans la salle a baissé le nez, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, quoi. Là, objectivement, leur analyse rejoint la nôtre. Il faudrait qu'à un moment donné, ils en tirent des conséquences. Ils ne sont pas prêts à le faire, même, encore. Mais, vous voyez, ça progresse. Donc ça, c'est très important pour cette visibilité, redonner leur statut de vraie université à toutes les universités françaises. Et puis, bien sûr, au sommet, pour chapeauter l'ensemble, un vrai ministère de l'enseignement et de la recherche, un ministère de plein exercice, et pas un simple secrétariat d'État, comme c'est le cas à l'heure actuelle, parce qu'on ne peut pas prétendre que la jeunesse est une priorité si finalement on transforme le ministère qui s'occupe des jeunes en simple secrétariat d'État. À un moment donné, il faut être logique, et ça aussi c'est quelque chose qui, sachez-le, correspond à une attente très forte de ces petites et moyennes universités, qui estiment aussi que n'avoir qu'un simple secrétariat d'État, c'est une façon de faciliter leur marginalisation, parce qu'ils n'ont pas un défenseur naturel très fort face à elles. Deuxième point, l'attractivité. Alors ça fait référence à quoi? Eh bien, ça fait référence au fait que l'enseignement supérieur est devenu un marché qui est en pleine croissance, puisque les dépenses d'enseignement supérieur ont cru de 30% en 8 ans, entre 2005 et 2013. Et donc, du coup, évidemment, les universités étrangères, notamment anglo-saxonnes, qui sont habituées à se penser comme faisant partie d'un marché, essayent d'attirer un plus grand nombre d'étudiants, ce qui, à la clé, leur apporte de l'argent. Et les universités françaises ont la tentation de singer ce modèle-là. Et les lois, on les retrouve, les lois LRU et Fioraso, eh bien, ont été dans ce sens-là.
Alors la loi LRU de 2007, la fameuse loi Sarkozy, avait commencé puisqu'elle avait imaginé les premiers regroupements d'universités qui s'appelaient les PRES à l'époque. PRES, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur, PRES. Alors c'était encore assez débonnaire, je vous dis d'expérience, puisque j'avais été, alors chose très curieuse, vous allez voir les paradoxes de l'enseignement supérieur, ma propre université m'avait désigné, le conseil d'administration de mon université m'avait désigné, moi, pour mener les négociations, pour créer un presse entre les 3 universités normandes, Caen, Rouen, Le Havre. Moi, et non pas le président de l'université. Alors c'est drôle, parce que plus personne n'ignorait que j'étais Front National déjà à l'époque. Hein. Mais bon, néanmoins, vous savez, quand il s'agit de négocier, autant prendre quelqu'un qui a un peu de punch qu'un président qui n'en a pas. Enfin, on ne va pas donner son nom, on va être indulgent. Voilà, c'était drôle. Donc j'ai négocié et mené à bien la constitution du presse, on n'avait pas le choix, hein, c'était une obligation. Mais au moins j'avais défendu les intérêts de mon université. Alors malheureusement ça n'a pas tenu. La loi Fioraso a commis cette infamie de remplacer les presses par les fameuses communes, qui sont encore pires, parce que les communes c'est beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus gros que ne l'étaient les presses. Et la course au gigantisme. Donc on a obligé avec ce système de la loi Fioraso les universités à se regrouper. Alors soit en fusionnant carrément, certaines ont fait ce choix-là, soit en créant ces communes, ces gigantesques communautés d'universités et d'établissements. Il y en a donc une vingtaine à l'heure actuelle qui regroupent la quasi-totalité des universités françaises. Alors l'idée, c'est d'être très gros pour être très compétitif et bien figurer dans le classement de Shanghai. Ça, c'est l'objectif. Alors, évidemment, c'est assez curieux parce que quand on regarde le classement de Shanghai, du coup je l'ai regardé, on s'aperçoit que l'université qui est première invariablement depuis un certain nombre d'années, c'est Harvard. Et quand on regarde combien il y a d'étudiants à Harvard, il n'y en a que 20 000. 20 000 étudiants, 2500 enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une si grosse université que ça. Donc vous voyez, j'ai l'impression que de l'analyse française qu'on a faite, on s'est déjà trompé. Ce n'est pas parce qu'on est très gros qu'on va être forcément bien classé. La preuve par Harvard. Ces grosses structures ont vocation à entrer en concurrence les unes avec les autres, vous l'avez compris. L'État fait des appels à projets qui s'appellent des IDEX, IDEX, qui représentent des millions d'euros à la clé, hein, c'est le jackpot, les IDEX. Donc les universités, ces communes, entrent en compétition les unes avec les autres pour essayer de décrocher l'IDEX, donc plein d'argent. Toutes n'y arrivent pas, mais certaines y arrivent. Et vous voyez que ça contribue à accroître l'écart entre celles qui sont bien loties et celles qui restent sur le bord de la route. Alors si vous avez regardé l'actualité, vous verrez que la grande commune de Lille avait tenté sa chance et a été rejetée, donc tant pis pour elle. Et puis d'autres, au contraire, ont réussi à décrocher ce fameux jackpot. Alors, évidemment, ça ne marche pas du tout, hein, autant vous le dire, ça ne marche pas du tout. Et sans vouloir trop m'étendre dans des détails trop techniques, je vous donnerai juste un exemple. Il y a une commune qui avait été créée à Paris qui s'appelait l'ESAM, H-E-S-A-M. Eh bien, elle vient d'éclater. Début 2007, c'est acté. Vous avez 3 composantes de l'ESAM qui ont décidé de partir parce que c'était trop bureaucratique. Et ça bridait complètement toute créativité. Et c'est l'université de Paris 1 qui est partie, l'une des universités françaises les plus prestigieuses. C'est l'ENA, l'École nationale d'administration qui est embrigadée là-dedans, a repris sa liberté aussi, et puis une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Voilà, ces 3 composantes-là ont décidé de partir, donc ça ne marche pas du tout en réalité. C'est bien la preuve que ce que nous disons, c'est que c'est trop gigantesque et que par conséquent nous sommes favorables à la suppression des communes. Ça ne marche pas, il faut à un moment donné être réaliste, et puis aussi, au-delà de ça, sur le plan idéologique, la commune, c'est le ralliement à l'ultralibéralisme. C'est ça qui justifie la création des communes. Et rien que pour ça aussi, je pense qu'il faut marquer le coup et s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant pour favoriser l'attractivité de nos universités, puisque, bon, quand même, c'est bien en soi qu'une université soit attractive. Hein. Eh bien, si on se débarrasse de tout ce gigantisme, eh bien, on propose de mettre en avant les atouts français, c'est-à-dire, pour nos grandes écoles, eh bien, leur renommée. Ce n'est pas la peine, vous voyez, de mettre nos grandes écoles dans des ensembles plus vastes. Elles tirent déjà leur épingle du jeu, donc très bien, prenons-en acte. Pour les universités privées, bien sûr, on les laisse tenter leur chance, puisque Marine Le Pen est favorable à la liberté de l'enseignement
Et ça, c'est une énorme différence, une de plus, avec Mélenchon, qui lui, au contraire, voit d'un mauvais œil les universités privées. Donc là aussi, on s'est taillé un beau succès le jour du colloque à Paris, parce que les universitaires sont plutôt partisans quand même de cette liberté de l'enseignement. Et puis pour les universités publiques, bien sûr, eh bien, mettre l'accent sur leurs atouts, c'est-à-dire la qualité de leur formation, puisque dans la plupart des universités publiques, nous avons des fleurons quand même, des diplômes qui marchent très bien, donc c'est ça qu'il faut plutôt mettre en avant. La langue française, Daniel Auguste en a parlé fort justement en disant que c'est quand même un facteur d'attractivité. La langue française, c'est une des langues les plus parlées dans le monde encore. La culture française, puisque nos universités sont chargées de la diffuser. Et ça, c'est un sacré facteur d'attractivité. Il ne faut pas se sous-estimer. Ça attire beaucoup de gens. Et puis, bien sûr, l'autonomie pédagogique dont les universités jouissent depuis très longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'autonomie pédagogique? C'est la possibilité pour les universités d'imaginer elles-mêmes leur propre formation. Alors bien sûr sous le contrôle de l'État, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Mais l'initiative vient toujours des universités. Moi qui ai exercé toutes sortes de responsabilités dans mon université, je suis à l'origine de beaucoup de diplômes qui sont nés dans mon cerveau. En fait. Et puis après, au bout d'un processus, l'État a dit oui et ça fonctionne toujours. Par exemple, d'un diplôme pour vous montrer à quel point cette autonomie pédagogique est nécessaire, comme Le Havre est un grand port et puis qui a longtemps eu des liens, toujours d'ailleurs avec l'Amérique latine, eh bien on a eu l'idée de créer un diplôme de commerce avec l'Amérique latine, et principalement avec le Brésil, parce que j'ai une tendresse particulière pour le Brésil. Et donc on a eu cette idée-là, on a pris notre bâton de pèlerin, on a été faire une mission exploratoire au Brésil, moi et puis un autre enseignant, et puis on a trouvé des entreprises qui étaient prêtes, si on créait le diplôme, à accueillir nos étudiants. On a créé ça et ça fonctionne depuis 20 ans. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le ministère qui a pensé ça. C'est nous. Alors après, on a rempli un dossier pour convaincre le ministère que c'était sérieux, qu'il y avait bien des stages à l'arrivée pour les étudiants, etc. Et c'est un diplôme qui marche. Donc l'autonomie pédagogique, en soi, il faut l'encourager. Et ce que je vous montre au passage que les petites universités sont souvent, sur ce genre de projet, beaucoup plus réactives que les grosses. Si j'avais eu ce même projet dans une autre énorme université où j'ai fait mes études, je ne vous donnerai pas de nom, pas la contrarier, je suis sûr qu'on m'aurait dit oh non, c'est trop compliqué, etc. Dans une petite, on vous dit banco, on y va. Et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, tous ces atouts à mettre en commun. Alors bien sûr, on n'est pas contre des possibilités d'association entre universités, mais sur la base du volontariat et uniquement pour les projets qu'elles jugent utile de mettre en commun. C'est comme ça que ça marchera le mieux, mais surtout pas ces grosses structures très contraignantes que sont les communes. Alors, là, pour vous dire la vérité, pour en terminer avec ce point sur l'attractivité, ce dont souffrent les universités par-dessus tout à l'heure actuelle, c'est d'un manque de moyens financiers. Et pour cela, nous imaginons tout simplement deux mesures. Première mesure, c'est le retour à l'État de la gestion de la masse salariale des fonctionnaires qui travaillent dans les universités. Ça, c'est la principale mesure de la loi de 2007. Jusqu'en 2007, c'est l'État qui gérait la masse salariale des fonctionnaires qui travaillaient dans les universités. Ça veut dire que les universités n'avaient pas besoin de se soucier de payer les fonctionnaires. C'était payé par l'État. Et c'est normal car ce sont des fonctionnaires d'État. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Et à partir de 2007, bien que les enseignants soient toujours des fonctionnaires d'État, bien curieusement, on dit aux universités, débrouillez-vous pour payer vos fonctionnaires. Et comme l'État, bien sûr, n'a pas transféré l'argent nécessaire pour payer les fonctionnaires, vous devinez ce qui s'est produit. Eh bien, le seul moyen qu'ont trouvé les universités pour tenir, c'est soit de supprimer les cours. S'il n'y a plus de cours à faire, il y a moins d'heures de service à faire, et comme ça, on fait des économies. 10% des cours ont été supprimés dans mon université, par exemple. C'est une saignée énorme. Et le deuxième moyen, qui est encore pire, mais qu'on est obligé de faire, c'est qu'on ne remplace pas les enseignants qui partent à la retraite, qui mutent. Dès qu'un poste est libre, on le gèle. Donc, officiellement, il existe toujours. C'est ce qui permet de dire au pouvoir socialiste qu'il ne supprime pas de poste. Techniquement, c'est vrai. Mais comme il n'y a plus d'argent pour payer les gens, il n'y a plus personne, le poste reste vide. Et l'argent des salaires qu'on économise ainsi, ça permet de continuer à faire tourner l'université, à tenir une année de plus. Voilà. Mais c'est terrible, hein, c'est une cure d'austérité, d'une violence inouïe. Voilà.
Donc il faut absolument retrouver l'ancien système qui était très bon, redonner à l'État la gestion de la masse salariale des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires d'État, c'est à l'État de les assurer. Alors pour vous dire, à l'heure actuelle, il y a 9 universités qui sont en déficit encore, et les autres ne le sont plus, mais parce que, comme celle du Havre, on a fait des sacrifices, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et parmi les 9, alors c'est les petites en général, hein, c'est Pau, Reims, Limoges, Orléans, vous voyez par exemple, qui sont en très grande difficulté. La deuxième mesure que nous préconisons, c'est bien sûr un effort budgétaire. Et là, eh bien, on a repris l'idée d'un livre spécialisé qui est le livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous rassure, ce n'est pas européen, c'est français. Ça a été publié le 31 janvier 2017 par donc des spécialistes et qui estiment qu'il est nécessaire de donner 1 milliard d'euros de plus à l'enseignement supérieur chaque année pendant 5 ans. Ils disent pendant 10 ans, le quinquennat c'est que 5 ans. Et donc nous, on propose effectivement de faire ça, parce que ce n'est pas un chiffre qui a été lancé en l'air, c'est argumenté et ça correspond à mon avis effectivement aux besoins des universités. Alors non pas seulement pour se remettre un peu à flot, mais aussi pour accueillir, ne l'oubliez pas, les 30 000 nouveaux étudiants chaque année, ça coûte. Troisième point, les carrières des enseignants-chercheurs. Bon là j'irai peut-être plus vite, c'est peut-être moins intéressant. Pour vous dire que, enfin moins intéressant, pas pour moi évidemment, je suis fonctionnaire, mais pour vous dire qu'on va maintenir bien sûr le statut de fonctionnaire pour les enseignants-chercheurs, vous l'avez compris. En ce qui concerne leur recrutement, on ne va pas changer fondamentalement les choses. À l'heure actuelle, le recrutement est fait à la fois par des comités locaux qui siègent dans chaque université, et puis par le CNU, qui est un organisme qui siège à Paris. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut que les deux soient d'accord pour que l'enseignant soit recruté. Alors techniquement, c'est d'abord le CNU qui donne son feu vert, et c'est ensuite les universités qui choisissent qui elles veulent parmi les gens qui ont reçu le feu vert du CNU. Et bien c'est un bon système. Alors, encore une différence avec Mélenchon. Mélenchon, lui, il veut supprimer les comités locaux, il veut que le CNU. Sauf que, et il a tort, et là encore, je peux vous le dire, on a gagné le jour du débat à Paris, c'était assez net. Pourquoi? Parce que le système actuel, il est assez vertueux. Les comités locaux, ça permet aux universités de recruter des enseignants dont le profil va leur rendre service, parce qu'il faut recruter des enseignants qui sont capables d'enseigner les cours qu'il y a à faire, et de faire la recherche qu'il y a à faire. Et ça, il n'y a que les universités qui ont une autonomie pédagogique, qui sont capables de voir si l'enseignant est adapté à l'enseignement. Et d'un autre côté, il faut aussi le CNU pour empêcher le localisme, le népotisme le plus terrible, puisque le CNU, lui, il est éloigné, il est à Paris, et donc il ne connaît pas exactement le pédigré des gens, il regarde les travaux, il dit si c'est bon, si c'est pas beau, et ça permet de stopper un certain nombre de candidats au népotisme. En ce qui concerne En ce qui concerne les rémunérations, il y a, mais je n'entre pas dans le détail, il y a une revalorisation des rémunérations qui est indispensable, mais ça je dois dire qu'on est moins original parce qu'à peu près tous les candidats au présidentiel en conviennent. Bon, sachez qu'à l'heure actuelle, un maître de conférence, c'est-à-dire un enseignant-chercheur en début de carrière, touche 1 800 € net par mois, sachant qu'il est recruté en général à l'âge de 30 ans et qu'il a pas mal ramé dans les 10 années précédentes. C'est pas énorme pour le niveau d'études, si vous voulez. Et quand on compare avec les pays européens comparables, c'est très au-dessous. Donc chacun convient qu'il va falloir faire un effort. Et puis bien sûr, il faut que l'université s'ouvre à un peu de sang frais. Et donc on propose de développer 2 systèmes qui ont fait leurs preuves, qui est le système des professeurs invités. Ce sont des enseignants étrangers, donc en général réputés, qui sont invités par les universités, qui sont payés comme des enseignants français, mais évidemment pour une période temporaire. C'est temporaire. Et puis le deuxième système, c'est les professeurs associés. Et là, c'est un peu différent. Il s'agit de recruter des gens qui ne sont pas des enseignants professionnels, mais qui peuvent apporter quelque chose à l'université. Pour vous donner un exemple, à l'université du Havre, on a recruté comme ça un conseiller d'État pendant 3 ans. En général, c'est des contrats de 3 ans. Pendant 3 ans, pour qu'il vienne enseigner le droit à l'université. Alors, un conseiller d'État, forcément, il est compétent. Et d'ailleurs, on n'a qu'à se féliciter de cette expérience. Alors, sauf que, je peux dire une petite anecdote sans donner de nom,
on s'est aperçu ensuite que le conseiller d'État était un peu gauchiste et il a rendu un rapport, figurez-vous, après être reparti de chez nous, qui est terrible pour le Front National et qui prône le multiculturalisme, l'inclusion. Il a fait un rapport sur l'inclusion. Si vous tapez sur un moteur de recherche, ça vous permettra de retrouver le nom de l'enseignant. Mais bon, la prescription, c'est ancien. Quatrième et dernier point du programme de Marine Le Pen, c'est la sélection, la formation des étudiants. Alors, la première chose qui intéresse les étudiants, c'est les droits d'inscription. Et dans l'esprit de Marine Le Pen, puisque les universités sont des services publics, il faut que les droits d'inscription restent faibles, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qu'ils restent modérés, car on ne veut pas de sélection par l'argent. Il faut que chaque personne méritante puisse s'inscrire à l'université si elle le souhaite. Alors, bien sûr, le système de bourse sera maintenu et même développé, Monsieur Auguste l'a signalé. Il y aura une sélection à l'entrée, ça c'est évidemment le point le plus neuf par rapport à ce qui existe et par rapport aussi au programme de Marine, il faut bien le dire, en 2012. J'étais déjà son conseiller sur l'enseignement supérieur en 2012 et à l'époque c'était ça vraiment le point le plus divergent, c'est qu'à l'époque on n'avait pas pensé encore une sélection à l'entrée de l'université. Alors pourquoi? C'est du pragmatisme. Hein. Les universités sont submergées par une quantité de candidats dont beaucoup n'ont pas les prérequis pour espérer réussir en réalité. Et on est arrivé à un tel point que dans beaucoup d'universités, il y a des tirages au sort qui sont organisés. Et ça, c'est profondément injuste. Le tirage au sort, là, ça ne récompense pas forcément les plus méritants. Donc la situation est devenue telle que finalement, même moi, je conviens qu'il faut en tout cas, dans un premier temps, faire une sélection. Parce que la sélection sur dossier, c'est mieux qu'un tirage au sort, c'est plus juste. On est davantage sûr que les meilleurs dossiers seront pris. Et comme il n'y a pas de place pour tout le monde, eh bien, il faut le faire. Alors en outre, ça pose le problème du baccalauréat. Hein. Le baccalauréat est dévalorisé, il a craqué. Donc Marine a des propositions pour l'enseignement primaire, secondaire, qui à terme redonnera de la valeur au baccalauréat. Donc on peut se dire que quand le baccalauréat aura retrouvé sa valeur normale, à ce moment-là, et ça ne sera pas avant de longues années, on pourra envisager de revenir sur ce système de section. Parce que le jour où il y aura que des bacheliers méritants, ce ne sera plus la peine de faire le tri. Mais malheureusement, pour l'instant, on est obligé de tenir compte de la situation dont on hérite. Alors, en ce qui concerne les formations, je vous l'ai dit, autonomie pédagogique, bien sûr, des universités, qui continueront à établir elles-mêmes, et en dialogue avec le ministère, leur formation. Il y aura un cadrage national des diplômes, pour assurer qu'il y ait quand même un minimum d'harmonie entre toutes les universités françaises. Si je prends l'exemple d'une licence en droit, par exemple, il faut quand même qu'il y ait un tronc commun qui soit à peu près identique partout pour qu'on soit sûr que les diplômes aient sensiblement la même valeur. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on est habitué en France. Et puis, on supprimera une mesure qui a été inaugurée par la loi Fioraso, c'est la spécialisation progressive des licences. On ne veut pas de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette spécialisation progressive? Ça veut dire que la première année d'une licence est assez généraliste. On commence à se spécialiser en deuxième, et puis qu'en troisième, enfin, on arrive à la spécialisation. Sauf que ça n'est pas raisonnable, parce qu'une licence, c'est 3 années d'études, ça passe vite. Et pour apprendre quelque chose d'aussi difficile que le droit ou l'économie, ou les maths, tout ce que vous voulez, eh bien, on n'a pas trop de 3 ans. Donc si on perd en quelque sorte déjà la première année pour récupérer le niveau de ce que les études secondaires auraient dû faire et qu'elles n'ont pas fait, on se secondarise et on manque l'objectif. Donc ça, on ne veut pas. Nous, on estime qu'une licence, ça doit être spécialisée dès la première année. Voilà. Et ça fait partie de notre projet de rétablir la méritocratie républicaine aussi. Alors, je terminerai sur cette sélection et formation des étudiants avec le système Erasmus, puisque sachez que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus à Paris. Ça inquiète beaucoup les universités de savoir ce qu'on va faire d'Erasmus. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'Erasmus? C'est un système d'échange d'étudiants au niveau européen. Ça a été inventé d'ailleurs par l'Union européenne. Eh bien, c'est l'une des rares bonnes choses qui marche bien. Et donc, on gardera l'Erasmus européen. On n'a pas besoin de la commission de Bruxelles pour ça, c'est-à-dire qu'on essaiera de persuader nos partenaires de continuer
à ces échanges d'étudiants. C'est la possibilité pour chaque étudiant au cours de son cursus d'aller passer un semestre d'enseignement dans un autre pays européen. Alors ça ouvre l'esprit, ça permet d'apprendre une deuxième langue, ça permet aussi d'avoir des connaissances un peu différentes de celles qu'ont les étudiants qui sont restés en France. Ça a beaucoup d'avantages à mon avis. Et puis on nous bassine constamment avec la paix entre les peuples. Je ne crois pas du tout que l'Union européenne soit un outil de paix, mais en revanche, Erasmus, oui. C'est toujours bon d'aller voir un peu ce qui se passe chez le voisin dans le cadre privilégié de l'enseignement supérieur. Non seulement on gardera ça, et même on l'étendra, mais on créera à côté de ça eh bien, un Erasmus francophone, avec les pays francophones. Puisque la francophonie, c'est une chance, hein, je ne sais plus lequel de vous deux l'a dit, mais c'est une chance en effet, et on ne le fait pas fructifier assez. Eh bien, là, ça sera le cas. Hein. On aura avec tous les pays francophones des échanges d'étudiants. Et là encore, alors l'objection qu'on me dit toujours, c'est « Ah, mais c'est impossible !» Là, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Vous voulez arrêter l'immigration, donc vous ne pouvez pas être favorable à Erasmus. Mais non, objection. Hein. L'immigration qu'on veut effectivement stopper, c'est l'immigration de peuplement. Mais les étudiants n'ont pas vocation à rester en France. Les étudiants, ils viennent pour faire leurs études. Alors, dans le cas d'Erasmus, en plus, ils viennent qu'un semestre, et donc le risque est encore moins fort. Et une fois qu'ils ont terminé leurs études, eh bien, ils ont vocation à repartir. Et évidemment, on veillera à ce qu'ils repartent. Mais déjà, à l'heure actuelle, dans la très grande majorité des cas, ils repartent en réalité. Donc, on n'est pas du tout gêné pour vouloir d'un côté arrêter l'immigration de peuplement, et puis d'un autre côté dire que Erasmus, c'est bien. Voilà. Je crois vous avoir brossé un tableau d'ensemble, et donc vous voyez, c'est ce programme que j'ai exposé à Paris, dans l'unique débat qu'il y a eu entre les candidats sur l'enseignement supérieur. Et encore une fois, merci à Alain d'avoir invité à vous exposer ce programme, parce que franchement, hein, ça n'intéresse personne. Aucun journaliste ne m'a jamais posé la moindre question sur l'enseignement supérieur. Et vous savez que c'est triste d'être conseiller de marine sur l'enseignement supérieur, parce qu'on a l'impression d'occuper un domaine qui n'intéresse personne, alors pourtant, et ce sera le mot de la fin, c'est tout l'avenir de notre jeunesse qui en dépend. Donc ça n'est pas rien. Oui, merci de votre attention. On fait les chaises musicales. Bien. Bon, merci beaucoup à tous les deux, à Daniel Auguste et à Gilles de Breton. Je leur ai cédé la place, voilà, je m'efface. Le mieux, c'est peut-être, parce que nous, ça nous intéresse, et c'est l'objet de ces conférences thématiques que nous reprenons, après Valérie Lopi, après Éric Richard-Moz, après Bertrand Dutheil de la recherche sur l'islam et la laïcité il y a 15 jours. Donc c'est de nourrir votre réflexion, d'élever le niveau d'analyse globale, hein, parce qu'on est un parti, contrairement à ce que les médias voulaient faire croire, qui pense, hein, on réfléchit, tu l'as dit je crois. Donc je cède la place aux questions éventuelles. Peut-être peut-on néanmoins ouvrir le champ. Ah oui, nous avons oui. la chance d'avoir Oui. notre député européen. Je sais que tu es venu à plusieurs reprises pour parler de ton expérience en tant que député européen, Oui, justement. Les questions peuvent évidemment aussi porter là-dessus, mais peut-être d'abord sur le thème de la conférence que nous venons, la double conférence que nous venons d'entendre, à savoir l'enseignement professionnel. Je vais ouvrir le bal, hein, je me propose. Très bien. Allez. Alors, j'ai bien entendu à tous les deux vos propositions, notamment sur l'enseignement supérieur public. Là, désormais, je souhaiterais également avoir votre avis et quelles pourraient être des propositions précises sur notamment le lien entre l'enseignement supérieur public et le privé, notamment quelle pourrait être la part entre les deux en termes de nombre d'étudiants et comment, quelque part, limiter les effets négatifs de l'enseignement supérieur privé qui, pour une part essentielle, tiennent surtout, on va dire, au creusement des inégalités, notamment liées à la fortune. Et puis, pour terminer, également une petite question sur comment ces deux formes d'enseignement peuvent être vraiment complétées et est-ce qu'elles ne se concurrencent pas, comme ça peut être le cas dans certains domaines, notamment par rapport entre les facs de physique, mathématiques et les écoles d'ingénieurs. Oui. Alors, moi, je suis partisan de la liberté de l'enseignement, hein, parce que je crois que c'est sain et ça oblige aussi l'enseignement public à se remettre en cause. Mais le problème, c'est que l'enseignement public n'a plus les moyens
de résister à cette concurrence, puisqu'il est paupérisé. Hein. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est très important, c'est de rendre à l'enseignement public les moyens d'attirer les jeunes. Si on fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire les deux grandes mesures, on débarrasse les universités de ce boulet épouvantable de la masse salariale des fonctionnaires, qui est quelque chose d'énorme pour elles. Et bien déjà, on leur donne une bouffée d'air, rien qu'en faisant ça. Et si en plus, on fait ce que propose le livre blanc, c'est-à-dire leur donner l'argent dont elles ont besoin pour travailler simplement normalement, de façon comparable à ce qui existe dans les pays européens d'à côté, hein, l'Allemagne, la Suisse, etc., eh bien, forcément, les universités publiques redeviendront attractives. Mais cela dit, il ne faut pas avoir une idée trop noire de la situation. Malgré toutes leurs difficultés, elles se battent pas mal. En France, les universités publiques attirent beaucoup plus d'étudiants que les universités privées. Bon, je mets les grandes écoles à part, c'est un système un peu différent. Donc, il ne faut pas s'affoler. Si on fait ces mesures-là, ne vous inquiétez pas, elles redeviendront très compétitives. Et elles ont une arme absolue pour attirer les étudiants, c'est la faiblesse des droits d'inscription, avec exonération d'ailleurs pour les boursiers. Ça, bien sûr, on maintiendra. Et, par comparaison, vous le savez bien, dans le privé, les droits d'inscription sont très chers. Je ne vous parle même pas des grandes écoles où c'est quasiment exorbitant. Et vous savez, l'autonomie pédagogique dont je vous parlais, j'y suis très attaché. Pourquoi? Parce que j'ai vu des merveilles créées dans les universités. Malheureusement, les journaux spécialisés ne le disent pas toujours assez. Mais je vais vous donner un exemple complètement inconnu. Il y a des concours entre écoles de commerce, ou formations de commerce, tous les ans, et notamment il y a un concours très prestigieux qui a lieu à Deauville. Un peu le festival de Deauville de ce genre de concours. Eh bien, l'université du Havre y participe. Petite université, l'université du Havre. Elle affronte des concurrents comme HEC, l'ESSEC, etc. Eh bien, vous savez ce qui se passe, et c'est vérifiable. C'est souvent l'université du Havre qui gagne. Or, les étudiants que nous présentons à ces concours, qui sont formés par nous, eh bien, payent des droits d'inscription qui sont vraiment ridicules. Et ils sont face à des gens qui ont payé des dizaines de milliers d'euros en réalité. Donc, vous voyez que là, on administre la preuve qu'on peut, dans le cadre public, avoir de très bonnes formations. Voilà. Et c'est vérifiable. Et c'est ma faculté qui a eu l'honneur de créer ces formations qui maintenant sont des formations de méritocratie républicaine, mais qui ne font pas de sélection par l'argent. Et ce ne serait pas justement la preuve quelque part, si je me faisais l'avocat du diable, que l'enseignement supérieur public dispense un enseignement de très haute qualité sur des connaissances avant tout théoriques, alors que l'enseignement supérieur privé, lui, quelque part, il délaisse complètement les fondamentaux, il délaisse le français, l'anglais pour justement apprendre le langage globish, et qu'à côté de ça, il prépare mieux que l'enseignement supérieur public à l'employabilité finalement de ces... Oui, alors, bon, je ne veux pas trop critiquer la concurrence, je ne suis pas objectif, mais moi je crois que ce qui fait la force de la plupart, je mets les très grandes écoles à part bien sûr, mais ce qui fait la force de l'enseignement privé, c'est les réseaux. Les universités privées, les écoles privées qui ont des réseaux arrivent à trouver des emplois. Pourquoi? Parce que justement, elles associent dès le départ les employeurs aux formations, mais ce n'est pas la qualité des formations qui fait la différence, pas du tout. C'est juste le réseau. Et justement, beaucoup d'universités publiques l'ont compris et tentent à leur tour de développer des réseaux comparables. Et parfois avec succès, parfois avec succès. Mais ne croyez pas que les universités publiques, elles ont bien changé, vous savez, bien sûr qu'elles forment à la théorie, et c'est aussi l'une de leurs missions. Mais il y a de plus en plus de formations qui sont très pratiques. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. La formation que j'ai créée, finalement, dont je suis très fier, ça s'intitule « Commerce avec l'Amérique latine ». Ce n'est pas théorique du tout. Et à la clé, il y a un stage en entreprise en Amérique latine. Ça, c'est hyper concret. Et je peux vous dire que tous les étudiants qui sortent avec ce diplôme-là, ils ont un emploi. Évidemment, à condition d'accepter de s'expatrier, puisque là, c'est clairement des emplois qui sont proposés aux Français en Amérique latine. Et l'idée, c'est qu'ils font leur stage, ils montrent qu'ils sont compétents, et ils sont recrutés. C'est comme ça que j'ai plein de petits Français qui sont, par exemple, au Brésil. Daniel, un mot sur l'enseignement privé? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit
Monsieur Breton, on n'est pas opposé à l'enseignement privé, on défend ses particularités, mais par contre, bien sûr qu'il y a des contrôles à avoir sur l'enseignement privé, je pense par exemple l'enseignement privé hors contrat. Et je suis d'accord avec tout ce que on vient dire sur les réseaux, etc. Et comment aujourd'hui on pourrait quelque part convaincre de plus en plus dans ce type de milieu, notamment par exemple les milieux d'écoles de commerce où je pense que notre électorat ne dépasse pas forcément les 5 à 10% dans ces écoles justement privées où la sélection se fait notamment par l'argent. Leur faire comprendre peut-être que notre discours est caricaturé, puisqu'on est présenté comme un discours anti-élite, anti-tout, dès que ça dépasse certaines mesures. Mais il faut juste leur répondre qu'on a un problème avec les élites lorsqu'elles ne sont plus nationales, lorsqu'elles pensent d'abord Bruxelles avant de penser nation. Mais bien sûr qu'on a besoin des grandes écoles, de l'ENA, de tout ce vivier du savoir français. Mais ce qu'on veut juste, c'est qu'ils aient conscience qu'ils doivent servir d'abord la nation. Et c'est notre discours je ne dirais même pas anti-élite, mais est là juste pour lorsqu'il n'est pas tourné vers le bien commun. Alors, certaines grandes écoles nous ont fait beaucoup de mal. Je pense à Sciences Po Paris, qui, ça a été démontré dans divers livres, qui a fait un tournant idéologique dans les années 80. Jusque dans les années 80, Sciences Po, sa vocation, c'était de former des gens qui allaient être des futurs énarques, des serviteurs du service public et de la nation. Et tant que c'était ça, ça a pas mal fonctionné. Et puis dans les années 80, bon, c'est l'époque Reagan, Thatcher, ils se sont convertis en fait à l'ultralibéralisme. Et ils ont changé d'objectif. L'objectif de Sciences Po, ça a été de faire des espèces de managers qui étaient destinés à diriger le monde entier, enfin des multinationales, etc. Et sachant que Sciences Po débouche bien souvent sur l'ENA, ça nous a donné toute une série de hauts fonctionnaires qui, paradoxalement, alors qu'ils sont fonctionnaires, n'ont plus du tout le sens du service public, ni même de l'État. Et ce conseiller d'État, dont je ne veux pas vous dire le nom, parce que je ne vais pas faire de règlement de compte personnel, mais est tout à fait symptomatique de ça, à mon avis. Et l'ENA de même est le symbole ô combien parlant de sa délocalisation à Bruxelles, à Strasbourg, pardon, de Paris à Strasbourg. Oui, alors c'est vrai, de ce point de vue. Alors j'aime beaucoup la ville de Strasbourg, mais Strasbourg, c'est le siège effectivement des institutions européennes. Et symboliquement, mettre l'ENA à Strasbourg, pour moi, c'est très maladroit. Parce que, enfin, c'était sans doute volontaire, mais ça veut dire que les hauts fonctionnaires que nous formons, aux frais d'ailleurs du contribuable français, n'ont plus vocation à être au service de l'État français, mais au service de l'Union européenne d'une certaine façon. Enfin, j'y vois un signe extrêmement fâcheux, en effet. C'était calculé. Ben oui, c'était calculé. C'était le message. Par contre, moi, je voulais parler des mutuelles. Qu'est-ce qui ne va pas aux mutuelles étudiants? Comment? Qu'est-ce qui ne va pas aux mutuelles étudiants? Aujourd'hui, les mutuelles étudiants, elles ne servent absolument pas les étudiants. Alors, on prend le cas de la MDE, par exemple, qui a subi un scandale énorme puisqu'elle a financé les campagnes présidentielles de François Hollande. La MEF à l'époque. Oui, la MEF, pardon. Donc je veux dire, c'est ça qu'on dénonce, c'est l'emprise du domaine privé. On ne pourrait pas faire une CMU comme on fait avec les gens précaires un petit peu, quoi. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que les étudiants, généralement, ils n'ont pas trop d'argent à part leurs parents. Et nous pensons que ça doit revenir à l'État. Voilà, comment? Nous pensons que ça doit revenir à l'État. Oui, voilà, comme la CMU. La CMU marche très bien pour les gens précaires, les gens qui ont le RSA ou les petits salaires. Le CMU marche. Oui. Objectivement, les mutuelles, ça ne marche pas bien. Il y a eu différents scandales. Il y en a eu un beaucoup plus ancien avec Dominique Strauss-Kahn. Il a été blanchi. Mais le problème, c'est qu'il s'était fait payer très cher pour rendre un rapport. Et manifestement, c'était bien payé. Il est blanchi, donc très bien. Mais ça avait fait un très grand scandale. Ça l'avait obligé à démissionner déjà à l'époque. Il était ministre de l'économie. Et chose de circonstance aggravante, moi j'ai pu observer, d'après le témoignage de mes propres étudiants, que ça marche très mal en plus. C'est-à-dire que quand ils veulent se faire rembourser des frais médicaux, c'est la croix et la bannière. Ça marche très mal. Alors, pas partout, bien sûr, mais dans certains endroits, certaines mutuelles dysfonctionnent joyeusement. C'est bien connu, ça a été constaté aussi officiellement. Alors, à un moment donné, si vous voulez, il faut en tirer les conséquences. C'est pour ça que je dis que l'histoire du CMU, moi j'ai la CMU parce que j'ai un petit salaire, etc. Ouais. Je ne suis pas présenté dessous, je ne suis pas présenté ça, je vais chez le médecin, et le médecin se fait rembourser
directement par l'État. Oui, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités en l'occurrence. Moi, je crois que et puis en plus, les étudiants, c'est un boulet en moins, je pense. Je sais Oui, pas, exactement. voilà. Moi, ça fait un an que je me bats pour avoir ma carte vitale. Donc. Ah ben voilà, l'exemple. Alors ça, c'est typique. Moi, mes étudiants me disent ça tout le temps. C'est fou. C'est fou hein, quand on vit ça. J'ai pas de carte vitale depuis à peu près un an. Ah ben voilà. Alors pour ne rien vous cacher, un de mes enfants a eu le même problème. Et j'étais halluciné de voir que finalement on a beau payer et cotiser, parce que pour cotiser par contre c'est encaissé. Hein. Et qu'en définitive on a l'impression de ne pas être couvert. Vous avez vache à lait. Une autre question, c'était sur, vous parliez du bac qui était trop bas, bon, c'est tout à fait normal. Mais bon, moi j'ai toujours travaillé dans l'industrie, j'ai fait des automates et tout ça, j'ai commencé avec un CAP. Et on a délaissé carrément l'industrie, complètement. On l'a mis à zéro. Moi, après été patron, j'ai eu des apprentis aussi, vous parliez d'apprentissage. Et les apprentis, je les ai bien formés, parce que j'ai encore des gens qui les ont comme ouvriers. Donc, pourquoi remonter le bac, justement, pour vous avoir des plus élites, etc., et mettre une partie en CAP, en apprentissage, parce que bon, il y a des gens ça les intéresse pas d'aller aux grandes études, mais qu'ils ont besoin, ce sont des super manuels. D'où la Ce sont nécessité des gens, de c'est des gens, ça peut être Racine, pour les montres, ça peut être n'importe quel. avec l'apprentissage à partir de 14 ans. Voilà, et Voilà. nous on le faisait avant, moi j'ai eu Et la des fin du apprentis. collège unique, mais Et ça c'est le problème du collège unique, qui est Voilà. une catastrophe pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément aller jusqu'à un bac. Alors, je vais me permettre de répondre parce que j'ai spécifiquement travaillé ces questions-là, parce qu'elles sont scolaires. Bon, déjà, effectivement, la possibilité d'entrer en apprentissage à l'âge de 14 ans, c'était déjà dans le programme de Marine Le Pen en 2012. Absolument. Évidemment, ça s'y retrouve, et ça s'y retrouve pleinement. Seulement, pour cela, il y a deux conditions pour qu'il y ait effectivement un apprentissage qui soit pleinement qualifiant. C'est revaloriser les filières d'apprentissage, et on a beaucoup à apprendre. C'est Michael Sala qui viendra nous voir un de ces jours, qui est le président du collectif Croissance Bleu Marine, qui a attiré mon attention là-dessus sur les Suisses, parce que le système d'apprentissage suisse fonctionne remarquablement. Il faut revaloriser l'apprentissage, bien entendu. Il y a aussi un impératif de revalorisation symbolique, parce que l'apprentissage, et de façon plus générale, la voie professionnelle, est perçue par les jeunes ou les enfants, enfin les jeunes gens qui entrent dans cette voie, mais aussi par leur famille et peut-être par l'ensemble de la société au-delà, comme quelque chose de dégradant. Voilà. Donc il y a un énorme travail, et la revalorisation symbolique, ça ne coûte pas grand-chose. C'est pour ça, parce que ça entre dans le dispositif de revalorisation symbolique de la voie professionnelle, que comme l'a dit Daniel tout à l'heure, l'un des moyens, c'est effectivement de consacrer dans les lycées des centres-villes, effectivement, des classes professionnelles, des classes préparatoires aux grandes écoles professionnelles, mises en place bon. Et la deuxième condition, c'est d'en finir avec le collège unique. C'est un des engagements de Marine Le Pen, c'est contenu exactement dans l'engagement 81 de son projet, parce que le collège unique, donc, l'expression parle d'elle-même, qui remonte à très loin, qui a été mise en place par la réforme Abi 1975, est en fait un collège qui prétend enseigner la même chose à tous les enfants, et puisque la sélection est perçue comme quelque chose d'abominable, eh bien qui refuse de prendre en considération les différences qui pourtant sont bien réelles, apparaissent précocement, souvent même avant le collège, d'aptitude, de compétences, de goût, d'envie. Bon, il faudra mettre un terme au collège unique, c'est donc un des engagements de Marine Le Pen. Rétablir un palier d'orientation, je préfère dire orientation que sélection, parce que le terme de sélection est Najat Vallaud-Belkacem avait dit tri sélectif. Oui. Donc ça montre tout le dédain qu'elle a pour... Marine avait été attaquée par Najat Vallaud-Belkacem et moi à nouveau sur la RFI par la présidente de la FCPE qui a repris la formule. Donc il ne s'agit pas de tri sélectif, parce que sur le fond d'une revalorisation de la voie professionnelle, et particulièrement de l'apprentissage, évidemment, l'orientation précoce, qui est légitime, permettra à chacun de s'y retrouver et permettra aux enfants qui sont disposés. Marine parle de son fils. Oui. Le débat avec Najat Vallaud-Belkacem était très instructif, parce qu'elle l'a accusé, Najat a accusé Marine d'être méprisante à l'égard des filières professionnelles, et Marine lui a arrivé son coup de mais mon propre fils a choisi cette filière. Et là, évidemment, c'était plié, parce qu'il ne peut pas être méprisant vis-à-vis de ses propres enfants. J'ai mon fils aussi,
c'est un très très grand cuisinier maintenant, mais lui c'était la cuisine, il a laissé tomber les études. Je l'ai envoyé à Courchevel dans les grands 5 étoiles en disant tiens, tu vas voir ce que c'est. J'ai payé de ma poche et tout ça. Et ben maintenant, il a fait un CAP, il a un truc comme ça, il est reconnu partout. Il était au Radisson ici, maintenant il est parti à Saint-Brieuc, du côté de Saint-Brieuc. Bon, bah, c'est un exemple. Il voulait faire ça. Lui, son métier de faire des grandes études. Voilà, bien sûr. C'est un choix personnel. Et les aberrations du système Voilà, sont c'est ça. telles Voilà. qu'il va y avoir des enseignants qui ne vont pas vouloir reconnaître que l'enfant a envie de faire de la cuisine et où il pourra se réaliser, en considérant que finalement il a des résultats suffisants pour poursuivre dans la voie générale, et ça va l'empêcher de se réaliser dans une voie dans laquelle il se serait épanoui. Sa vie, Voilà. il est heureux, voilà. bien sûr, bien sûr. Maintenant, on dirait qu'on met tout pour le bac, et puis bon, après le bac, ils n'ont plus rien. Les gamins, qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est une course après folle. Tout bac, tout licence, tout master. Ouais, mais C'est si tout le monde a le bac, ça C'est un, mais Eh bien ben sûr, voilà, cette inversion du exactement. diplôme crée la fin quoi, du système tout entier. Moi, quand j'étais patron électricien, j'ai pas besoin, si j'avais des mecs du bac, qu'est-ce que j'en fais voilà, c'est pas un mec du bac, moi j'ai besoin d'un électricien. C'est tout, voilà. C'est pour ça qu'à côté de l'enseignement supérieur dont j'ai parlé, il y a toute la filière professionnelle que Marine veut revaloriser. Donc, en plus, Avec aussi l'apprentissage, c'est un peu le serpent de mer qu'on va essayer de... Si on veut revaloriser le bac, plus haut, après, bon, il sera plus facile aussi de faire plus haut des tris. Oui. Ce sera plus... je n'aurai plus le français à apprendre. Oui. Des choses, Vous avez évoqué les petites universités qui relèvent aussi, qui pourraient relever de l'aménagement du territoire. D'ailleurs, on pourrait faire une analogie avec le secteur hospitalier, les petits hôpitaux en Bretagne et autres. Est-ce que il ne serait pas, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, ça existe peut-être, une sorte de parrainage des grandes universités ou petites universités, et notamment avec aujourd'hui d'avoir un plan ambitieux, par exemple des autoroutes de l'information, comme il existe dans certains domaines, et effectivement où les petites universités pourraient, entre guillemets, s'adosser sur les grandes universités par ces moyens technologiques, avec un plan très ambitieux, notamment pour tout ce qui est autoroute de l'information. Là, ça ne va pas tout à fait dans le sens du programme de Marine, hein, parce qu'elle souhaite que chaque université soit une vraie université. Donc, l'idée d'adosser il faut accompagner, il faut un parrainage au départ. Ah ben non, parce que ces universités, elles existent déjà. Hein. Oui, il ne s'agit pas d'en créer des nouvelles, il s'agit plutôt de conforter celles qui existent déjà et qui sont abandonnées. C'est ça le problème. Mon arrière-pensée, c'était le budget. C'est-à-dire que ça éviterait peut-être de budgétiser des fonds plus importants. Mon expérience tendrait à vous dire que c'est l'inverse qui se passe. Si on commence à essayer de faire des espèces d'associations un peu contre nature entre des grosses universités et des petites, et sachant que les grosses ne sont pas forcément très près géographiquement des petites, oui, mais les on va créer des structures monstrueuses et bureaucratiques, et ça va finalement entraver le dynamisme des petites. Et pas en très bonne santé financière non plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de petites universités qui se portent mieux que de grosses universités. Mais sachez que les petites ont vraiment du dynamisme à revendre. Hein. Vous avez l'université de La Rochelle, par exemple, qui est très dynamique, mais elle est relativement petite. Hein. Donc vous voyez, c'est l'exemple typique. Bon, celle du Elle est relativement Havre est moins spécialisée, sans doute, mais un peu sur la mer. Mais... Oui, mais elle s'en sort très bien. Hein. Donc c'est pas une question de taille, hein, mais c'est quand même une question de moyens en revanche. Or, dans le schéma que j'ai décrit, pour des raisons idéologiques, malheureusement, ce sont les petites universités qui bien souvent ont été sacrifiées. Vous voyez, parmi celles qui sont en grande difficulté que je vous ai mentionnées, c'est quand même majoritairement... Parce qu'ils veulent les fermer, vraiment. Alors, soit les fermer, soit les privatiser progressivement, parce que, imaginons que, par malheur, Marine ne soit pas élue, et que ça soit Macron, soit Fillon, donc qui continue sur la lancée des lois de 2007 et de 2013, c'est quoi la troisième étape? Après l'appauvrissement décidé en 2007, le gigantisme décidé en 2013, eh bien, c'est l'augmentation drastique des droits d'inscription.
Et là, c'est une forme de privatisation. On va leur dire, si vous voulez des moyens, eh bien, vous n'avez qu'à augmenter vos droits d'inscription, on vous donne carte blanche. Et ça, c'est un projet qui traîne dans certains cartons. Et là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Là, ça va accélérer l'écart entre les riches qui pourront faire payer leur richesse et les pauvres. Puis la connaissance sera l'argent. Exactement. Et là, vous aurez objectivement les universités les plus pauvres qui resteront publiques parce que ce sera le seul moyen pour elles de survivre, et les universités les plus riches qui, à terme, seront privatives. Voilà. Ouais, puis après, les entreprises... Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de chercheurs, des présidents d'université eux-mêmes, mettent en garde contre cette perspective, voient un peu plus loin, parce qu'après, si vous voulez embaucher quelqu'un, vous embaucherez quelqu'un qui sort d'une grosse université. Oui, ben, ce sera le système américain, en fait, avec des universités riches, des universités pauvres, et puis des généreux donateurs dans certains cas, pas de donateurs dans d'autres, et ça sera un marché. Voilà. Et que disent les étudiants ils le savent de tout ce qui se passe maintenant? Non, parce que, comment dire, je sais, la bureaucratie est telle qu'on est déconnecté en fait. La plupart du temps, on ne sait pas ce qui se passe dans nos administrations universitaires, du fait aussi que les étudiants ne vont pas voter aux élections universitaires, ne s'intéressent pas à la vie des universités, sauf quelques-uns. Mais combien savent les compétences du conseil d'administration, du CNUS, on peut pas leur faire des revues comme on fait comme vous savez, des formations, des formations aux gens en disant attention, il y a danger. Majoritairement, les étudiants ne se rendent pas compte. Aussi, c'est peut-être de notre faute parce que les universités ont leur orgueil et n'avouent pas volontiers leurs difficultés. Souvent, quand ça éclate sur la place publique, c'est parce que carrément l'université est en cessation de paiement. Elle ne peut plus payer ses fournisseurs. Et vous avez raison, parce que moi j'en entends sur Nantes, les syndicats c'est plutôt très gauche et très gauche sur Nantes. Quoi. Donc vous tombez mal, quoi. C'est vrai, on peut leur dire. Voilà, il faudrait que. Il ne faut pas se décourager. Hein. Non, mais il faudrait que vous soyez maintenant dedans en disant bon, c'est pour ça qu'on va se présenter aux élections et dire véritablement dénoncer les problèmes. Il faut se présenter. Ouais, il faut que vous soyez combattant comme on se combat, comme on se bat. Là-dessus, vous avez besoin de beaucoup de travail. Oui, alors j'avais également une question. Peut-être que ça s'articule mal avec toutes les propositions que vous avez présentées, mais je me demandais quand même, pour éviter un certain phénomène d'attraction, on va dire, des étudiants vers les principales métropoles, est-ce que l'enseignement à distance, notamment via le moyen de la vidéo, pourrait être une alternative justement à ce phénomène de centralisation vers les métropoles? Alors, oui, enfin, moi je ne suis pas contre cette forme d'enseignement, mais ça ne doit pas remplacer l'enseignement traditionnel. Il faut maintenir l'enseignement traditionnel, mais pour conquérir de nouveaux publics, en fait, on peut développer, alors ce qu'on appelle en France, c'est les flottes, les formations à distance, ce qu'on appelle les MOOC en anglais. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait partie du programme. Hein. On propose de développer les flottes, justement aussi pour concurrencer les grandes universités anglo-saxonnes qui ont pris de l'avance par rapport à nous quand même. Mais l'idée dans notre esprit, c'est de conquérir de nouveaux publics, en particulier des publics étrangers qui n'ont pas forcément les moyens ni la volonté de venir en France, mais qui sont intéressés quand même par nos formations. Et bien avec ça, ils pourront étudier nos cours, nos formations, notre culture à distance. Ça, c'est intéressant. Mais ça, on a déjà, les universités se sont déjà lancées dans cette voie, mais on a encore beaucoup de retard, donc il faut mettre le paquet pour rattraper le retard. Néanmoins, vous confirmez quand même que le but, c'est que l'ensemble des universités dispensent les mêmes formations que les plus grosses universités françaises aussi. Oui, mais c'est tout à fait possible. Hein. Ne croyez pas que ça soit impossible. Déjà, le système français est conçu de telle sorte que les enseignants ont tous une valeur minima équivalente, puisque grâce au système du CNU que je vous ai décrit,
il y a un organisme parisien qui donne son feu vert à tout enseignant fonctionnaire recruté dans n'importe quelle université. Donc les critères sont les mêmes au niveau national. Et en fait, les universités ne choisissent ensuite que parmi les gens qui ont eu le feu vert du CNU. Donc ça crée déjà les conditions de cette égalité. Vraiment. Hein. Donc c'est pas un souci, ça. C'est juste une question de moyens financiers, parce qu'évidemment, si certaines universités sont étranglées, là, elles ne pourront plus rien faire. Bon, bah, vous Bien, avez posé je crois des qu'on peut questions que remercier, sur l'enseignement, donc merci. nos deux orateurs. Merci beaucoup.